Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Vous êtes chef économiste de l'Agence française de développement, co-directeur de la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école des ponts et chaussées. Et on va parler ensemble de la question de la transition énergétique, plus précisément de la question du financement de la transition énergétique. Alors, première question, est-ce qu'on peut évaluer les besoins à l'échelle mondiale? Oui, on peut le faire. Il y a deux grands chiffrages qui ont cours aujourd'hui. L'un qui est pessimiste, qui a été endossé plutôt par un grand économiste britannique comme Nicholas Stern, et qui a été avancé par le New Climate Economy Report, qui en gros estime qu'il nous faudrait des investissements dans les infrastructures vertes au niveau monde de l'ordre de 90 000 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années. Donc 90 trillions, c'est une fois et demie le PIB mondial aujourd'hui, donc c'est une grosse somme. Et la répartition qu'envisage le New Climate Economy Report, c'est 2 000 milliards chaque année pour les pays du Nord, 4 000 milliards chaque année pour les pays du Sud. Donc c'est une grosse somme. Il y a un second chiffrage, plus optimiste, qui est dû à un grand économiste qui s'appelle Adair Turner, un autre britannique, qui lui estime que c'est plutôt 50 000 milliards. Donc c'est un peu en dessous du PIB mondial, parce que celui-ci s'évalue à peu près à 60 000 milliards aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'ordre de grandeur du PIB mondial. Donc c'est une grosse somme. Quels sont les instruments financiers disponibles à ce jour pour financer cette transition énergétique? Alors il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y en a beaucoup parce que le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de capital sur la planète aujourd'hui. Essentiellement grâce aux politiques d'assouplissement monétaire non conventionnel des banques centrales, surtout depuis la crise de 2007. En gros, la quantité de monnaie en circulation augmente quasiment de 30% par an depuis maintenant presque 10 ans. Donc il y a énormément d'argent qui circule. La difficulté, c'est de trouver les bons tuyaux pour emmener ce capital qui aujourd'hui est capté par les marchés financiers grâce au rendement des opérations à fort effet de levier des marchés vers les infrastructures vertes. Alors il y a une première difficulté qui est capter cet argent vers l'économie réelle. L'économie réelle qui a peu de croissance est incapable de proposer des rendements sur investissement analogues à ceux que proposent les marchés financiers. L'économie réelle ne pourra jamais proposer du 15%, impossible. Dans une économie qui croît à 1, 1,5, 2, 15%, c'est juste pas possible. Et qui plus est, les infrastructures vertes, elles, présentent des risques qui leur sont propres et qui rendent l'affaire plus compliquée. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des tas de procédés possibles. Vous avez évidemment au niveau mondial une institution comme le Fonds vert, qui est en train de capter de l'argent pour faire du levier avec le capital privé, pour financer quelque chose comme plusieurs milliers de milliards de dollars dans les années qui viennent. Vous avez évidemment les 100 milliards promis par les principaux pays du G20 à hauteur de 2020, qui vont certainement finalement être sur la table, même si aujourd'hui le compte n'y est pas. Vous avez toutes les institutions internationales qui sont des bailleurs du développement, dont fait partie l'Agence française de développement, et dont fait partie plus globalement un club qui s'appelle IDFC, dont nous allons certainement entendre beaucoup parler dans les années qui viennent, pour International Development Finance Club, dont l'AFD, l'Agence française de développement, vient de prendre la présidence cette année, et qui regroupe 23 banques. Le total de bilan, c'est 6 000 milliards, donc c'est 3 fois le PIB français, et le total d'encours annuel, c'est 600 milliards, donc ça fait beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qui reste à inventer en termes d'instruments financiers? La grosse difficulté, c'est de rendre rentables des investissements verts dont tout le monde reconnaît qu'ils sont indispensables, en gros, au sauvetage de la planète, pour faire court, mais dont le retour sur investissement aujourd'hui est trop faible. Et pour ça, moi je crois, avec d'autres évidemment, que la tarification carbone, c'est le bon instrument pour y parvenir. C'est-à-dire que si vous donnez un coût à l'émission de carbone, évidemment, vous rendez rentable toute une série d'investissements qui vont nous permettre d'économiser des émissions carbone. Alors, il se trouve que la commission Stern-Stiglitz, qui a été lancée l'an dernier par la Banque mondiale et Ségolène Royal, dont j'ai fait partie, a rendu son rapport le 29 mai dernier à Berlin et préconise la mise en place d'un corridor carbone au niveau mondial avec un plafond et un plancher et une pente de sorte que le corridor s'élève. Alors les chiffres préconisés par le rapport Stern-Stiglitz, c'est 40-80 en 2020, donc $40, $80 la tonne en 2020 et puis 50-100 en 2030. Donc le pari, c'est qu'on arrive à coordonner la négociation internationale de manière que tous les pays montent à bord, en particulier l'Inde, donc que tout le monde, chaque pays qui est souverain, se débrouille pour être dans la fourchette 40-80, puis ensuite accepte de monter jusqu'à 50-100 en 2030. Concrètement, comment on fait? Là, c'est la liberté de chaque pays. On peut mettre en place une taxe carbone, on peut aussi rénover les marchés d'ETS qui dysfonctionnent dans la plupart des pays. Le plus important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, 87% des émissions mondiales ne sont pas soumises à la moindre tarification.
et que dans les quelques pourcentages qui restent, qui sont soumis à une tarification carbone, les 3/4 sont soumis à une tarification dont le montant est inférieur à 10 $ la tonne. Donc tout ceci dysfonctionne complètement. Et l'idée, c'est d'arriver à une croissance vertueuse grâce à la mise en place un peu volontariste d'une tarification carbone. Dernière question, justement, vous parlez de volontarisme. Est-ce que la France pourrait impulser ce mouvement en faveur de la taxe carbone au niveau mondial? Alors la France a pris une position un peu de leadership, surtout à la faveur du retrait ou du simili-retrait de l'accord de Paris par Donald Trump et par les États-Unis. Donc vous savez que le président Macron a pris des positions extrêmement fortes sur cette question, qu'il a réitéré dans son fameux discours du 26 septembre à la Sorbonne, son discours sur l'Europe, où le président Macron a appelé de ses voeux la mise en place d'un prix plancher pour une taxe carbone, ou en tout cas une tarification carbone. En France, nous sommes assez confortables parce que nous savons qu'à 20 € la tonne, la totalité du système électrique français peut basculer vers le non-hydrocarbure fossile. 20 € la tonne. 20 € la tonne. Et je sais que des grandes boîtes comme Total, dont on pourrait croire naïvement a priori qu'elles sont hostiles à la taxe carbone, en fait, ils sont plutôt favorables à hauteur de 30 € la tonne aujourd'hui. Donc la question, c'est de monter à 40 tranquillement jusqu'en 2020, et ça me semble tout à fait faisable. Donc la France a tout à fait les moyens de prendre une position forte sur ce sujet. La vraie question, c'est plutôt l'Allemagne, qui aujourd'hui traîne des pieds sur ce sujet parce que, ayant fermé toutes ses centrales nucléaires, elle les a remplacées par du charbon et de la lignite, et qui craint beaucoup la mise en place d'une tarification carbone au niveau européen. Eh bien, merci beaucoup Gaël Giraud pour cet éclairage sur les moyens de financer cette transition énergétique. Merci encore. Merci à vous.